Bienvenue dans le podcast Parents Inspirants, parce que chaque parentalité est unique, parce que chaque épreuve, chaque surprise nous construit et nous fait grandir. À chaque épisode, découvrez des histoires de parents, leurs aventures, leurs galères, leurs rêves, les événements qui ont un jour changé le cours de leur vie. Il y a ce qu'on imagine, ce qu'on prévoit, ce qui nous paraît parfait, et puis, il y a la vraie vie. Cette vraie vie est parfois difficile et semée d'épreuves. Manon en est témoin. Son parcours pour devenir mère est très loin de ressembler à une petite promenade de santé. Je vous laisse découvrir son histoire. Bonjour, donc moi je m'appelle Manon. Je suis maman de 2 enfants qui ont 3 ans et demi et 20 mois, donc un peu moins de 2 ans d'écart. Dans la vie, je suis accompagnante parentale et je milite pour être et que toutes les mamans enlèvent cette pression qu'elles se mettent ou que la société se mette pour être parfaite. Donc je milite pour être imparfaite. Donc moi j'ai une histoire à première vue assez banale. J'ai une histoire d'amour avec un chéri qui dure depuis 10 ans. J'avais un CDI dans une très bonne entreprise, je gagnais plutôt bien ma vie. On venait d'acheter une maison, donc le déroulé normal et classique que la société un peu aussi nous montrer, enfin en tout cas dans l'idée que j'avais, c'était après du coup de construire une famille et de faire un enfant. Disons que sur le papier en tout cas c'était le bon moment, on avait du travail tous les deux, une maison sur la tête et financièrement on s'en sortait, donc voilà, sur le papier on s'est dit c'est le bon moment, donc c'est parti pour ce projet quoi. Sur le papier effectivement ça semblait facile et ça semblait clair et normal et naturel, mais dans les faits, ça ne s'est pas passé comme on le pensait. Donc je prenais une contraception, je prenais une contraception, une pilule depuis assez jeune quand même. Je sais plus exactement depuis quand, mais je dirais depuis le début du lycée. Donc j'ai quand même pris la pilule une dizaine d'années, quoi, on va dire. Donc pour moi, j'allais arrêter la pilule et en gros, dans les 6 mois qui suivaient, j'allais tomber enceinte. C'est un peu ce que j'avais autour de moi dans mes amis, un peu ce que je voyais sur les réseaux sociaux, ce que j'entendais, ce que les médecins un peu m'avaient dit autour de moi. Donc voilà, j'ai arrêté cette contraception, on a fait des essais, comme on dit, et forcément, dès le premier mois, j'ai espéré tomber enceinte très facilement. C'était arrivé à plusieurs de personnes autour de moi, donc je m'étais dit pourquoi pas moi. Donc effectivement, on a fait des essais pendant un petit moment, ça ne venait pas trop, enfin ça ne venait pas du tout d'ailleurs. C'est vrai que voilà, à côté de ça, j'étais dans un travail, disons un peu à 100 à l'heure, j'étais commerciale, donc vraiment avec beaucoup d'heures, des objectifs, un peu une sorte de pression et de stress. Du coup, j'ai commencé à entendre autour de moi, si tu tombes pas enceinte, c'est de ta faute, t'es trop dans ton boulot, si tu tombes pas enceinte, c'est normal, tu as trop de pression, si tu tombes pas enceinte, patati patati patata. Enfin, il y avait toujours plein de raisons qui faisaient que je tombais pas enceinte. Néanmoins, j'avais pas la solution à ça. Enfin, c'est parce que j'avais un boulot que je me pensais que je pouvais tomber enceinte, parce que pour moi, c'était le contrat pour pouvoir devenir parent. Donc du coup, j'ai commencé un peu à entendre c'est de ta faute, quoi. Un peu déjà la culpabilité à mort. Je suis tombée enceinte à 2 reprises et j'ai fait des fausses couches précoces. La première, je savais même pas trop ce que je vivais, je perdais beaucoup de sang, j'étais seule à la maison. Bon, je me dis c'est ma période de règles, mais en même temps c'était pas ma période de règles prévue, parce que j'ai toujours été quand même très bien réglée. Donc bon, je me dis ouais c'est bizarre, ouais j'ai un peu mal, mais bon, en même temps
Même la première, j'en ai même pas parlé à mon chéri parce que, en fait, je n'étais même pas vraiment sûre d'être enceinte parce que c'était tellement précoce que je m'étais pas vraiment encore posé la question sur le fait est-ce que je suis enceinte ou est-ce que je suis pas vraiment enceinte, même si inconsciemment dans moi je sentais qu'il se passait que des choses. Disons que j'avais pas sur le papier écrit t'es enceinte et le lendemain t'es plus enceinte quoi. Bon. Donc voilà, j'ai commencé à me poser des questions. Après ça arrivé une deuxième fois, notamment où j'étais au travail, là où j'ai perdu beaucoup de sang au travail. Pour la petite anecdote, j'avais mis un peu de sang sur le papier toilette et pendant toute la journée, mes collègues m'ont dit en gros que j'étais une dégueulasse et que j'étais vraiment... que c'était honteux. Enfin, ils m'ont mis sur mon bureau le rouleau de papier toilette, enfin voilà. Donc effectivement, c'était pas sympa pour elles, je n'en doute pas, mais en même temps, je me suis même pas rendu compte parce que c'était tellement dingue tout ce sang que je savais pas quoi faire et en même temps, j'étais au travail, donc... j'avais une clientèle, des rendez-vous, etc. derrière, donc j'avais fait au mieux de ce que je pouvais. Donc voilà, entre-temps, j'ai une période de travail qui se passe pas facile, justement, avec des collègues, parce que j'ai vécu un peu le harcèlement avec des collègues, pas du tout avec mes employeurs, mais en tout cas avec mes collègues. Donc du coup, je ne me rendais pas compte, mais en fait, clairement, je commençais à vivre un peu une dépression. Je parlais que de ça à mon conjoint. Et un jour, lui, il m'a dit stop, en fait, le projet, c'est de faire un enfant ou c'est ton boulot, parce que là, on va pas s'en sortir, quoi. Donc bref, je commençais quand même à me poser des questions, et puis derrière ça, j'étais toujours pas enceinte, en fait, et c'était quand même le projet. Donc un jour, j'ai dit à mes patrons que je souhaitais partir de l'entreprise. Donc on s'est mis d'accord sur une rupture conventionnelle. Et quelques temps après, je dirais 2 semaines après, j'ai eu énormément de douleurs assez dingues. Bon, je pensais que c'était un peu le stress qui retombait, le fait d'avoir obtenu cette rupture conventionnelle, voilà. Après, mon patron cherchait quelqu'un pour me remplacer, avec qui je m'étais engagée de former cette personne, donc il y avait un peu un stress qui régnait sur l'équipe, sur l'ambiance, etc. Bon. À midi, je pars pour aller manger, enfin en pause. Je monte dans ma voiture et je ne sais plus où aller. En fait, j'étais arrivée dans le sud depuis 5 ans. Et il y a 5 ans, je savais plus me débrouiller dans la ville de Toulon, alors que là, je ne savais pas où j'étais, je savais pas, vraiment pas. Donc j'appelle mon conjoint et je lui dis... je sais pas rentrer à la maison. Donc lui, qui est très terre à terre, me dit c'est pas rentrer à la maison, tu viens là tous les jours, 2 fois par jour, comment ça? Et il me dit tu es où? Je lui dis je sais pas où je suis. En fait, c'était vraiment... Moi, j'avais un peu entendu ces gens parler de burn-out et je me suis dit ouais, bon, enfin, c'était presque le truc à la mode. Et en fait, quand ça est arrivé, je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? Je savais plus où aller et en fait, c'est bête, je connaissais même pas mon adresse pour le mettre dans le GPS en fait, parce que en fait quand je suis arrivée sur la région, quand je savais pas aller à un endroit, je le mettais sur le GPS et là je ne savais même pas, voilà. Donc après ça, du coup j'ai été en arrêt et au bout de 2-3 jours d'arrêt, je commence à avoir des douleurs énormes au ventre. Je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Bon, je me suis dit j'attends pas mes règles, je savais même plus, vu que j'étais un peu dans cet émotionnel un peu perdu quoi. Est-ce que c'est la période de mes règles? Je sais pas. Est-ce que c'est pas la période de mes règles? J'en parle avec la cousine de mon mari qui me dit, écoute, donc elle avait eu des difficultés à avoir des enfants. Et elle me dit, écoute, ce que tu me décris, ça ressemble quand même beaucoup à quelque chose que j'ai déjà vécu. Elle me dit, je pense que tu fais une fausse couche. Donc je lui dis, ah bon, t'es sûre c'est ça une fausse couche? Elle me dit, va aux urgences, qu'est-ce que tu as... Voilà. Donc je vais aux urgences. Aux urgences, on me dit vous êtes enceinte, madame, félicitations, patati patata. Donc waouh, super, contente. Je suis enfin enceinte. Enfin, c'était partagé parce que j'arrivais en disant je pense que je fais une fausse couche. Elle me dit mais non, en fait, vous êtes enceinte. Donc du coup, c'est déjà premier ascenseur émotionnel. On fait une prise de sang. Elle me dit faut refaire une prise de sang dans 48 heures, puis après dans 48 heures, puis après dans 48 heures. En gros, faut que le taux double. Exactement, je sais plus. Mais je crois que c'est ça, faut qu'il double toutes les 48 heures, donc voilà. Et ce qui est assez contraignant, parce qu'il fallait que je refasse
le test dans le même labo, donc tous les 48 heures me rendre aux urgences, attendre un certain temps, enfin tout ce qui va avec pour avoir la prise de sang. Donc je fais ça pendant une semaine et en fait le taux ne doublait pas. Mais quand même, à chaque fois que j'y allais, on me refaisait des échos, on me disait on le voit pas, mais c'est que il doit être trop petit, on le voit pas, mais c'est normal, vu le taux, vous êtes enceinte de même pas un mois, etc. C'est normal qu'on le voit pas. Et là, on se rend compte que le taux double pas. Et donc on m'explique, donc là on fait venir plusieurs, donc parce que c'était un interne qui me recevait généralement aux urgences obstétriques, pardon. Et donc ils font venir gynéco, etc. Donc ils ont beau chercher, ils tournent dans tous les sens, et vraiment je souffrais énormément à l'examen. Je disais j'ai mal de ce côté, je le dis plusieurs fois. Et en fait eux ils appuient à chaque fois sur ce côté pour chercher. En fait ils cherchaient quelque chose qui faisait que j'étais enceinte, mais effectivement, il n'avait rien, en fait. Donc en fait, gynéco me dit, je ne vois rien, mais je pense que vous faites une grossesse extra-utérine. Donc moi, je n'ai jamais entendu ce mot, grossesse extra-utérine. Je dis, qu'est-ce que c'est ? Pour la petite histoire, c'est le 14 février, donc c'est la Saint-Valentin ce soir, j'ai prévu d'aller au resto avec mon chéri. Et ben, le truc débile, c'est que je me dis, je vais pas être au resto ce soir, enfin... Voilà, je pensais à des détails qui maintenant me font rire, mais voilà, donc je leur dis mais d'accord, je suis enceinte, mais je suis pas enceinte, je comprenais pas du tout. Donc là arrive, on me fait signer des papiers, machin, alors voilà, on va vous faire une injection, donc je dis mais d'accord, ça consiste en quoi cette injection ? Bah c'est une piqûre, ah bon, donc je demande c'est douloureux, c'est pas douloureux, enfin... Non, c'est pas douloureux, mais vous risquez d'être fatigué. En fait, derrière, c'est un peu comme un produit, un peu comme la chimio, on me dit ce mot. Donc, waouh, grossesse, pas grossesse, extra-utérine, c'est un peu comme la chimio. Enfin, la chimio, c'est toujours un mot qui fait peur quand même. Vous allez être fatigué pendant quelques temps, mais vous inquiétez pas, c'est pas dangereux et ça va vous permettre d'évacuer la grossesse extra-utérine. Ok, donc on me fait cette injection. Je crois que je reste en observation quelque chose comme 2 ou 3 heures. Je rentre, je vais donc au resto de la Saint-Valentin le soir, et je continue d'avoir des douleurs, mais bon, puisqu'on m'avait expliqué que j'allais évacuer quelque chose, je me dis que c'est normal que j'ai mal. Donc là j'ai mal, le lendemain j'ai mal, le surlendemain j'ai mal, et 4 jours après, donc le 18 février, c'est le jour de mon anniversaire, et là vraiment j'ai vraiment mal. Je dis à mon chéri, le soir il faut qu'on aille aux urgences, j'ai vraiment mal, mais là toute la journée, j'avais pris sur moi parce vu qu'on m'a dit, on m'a conditionné, tu vas avoir mal, tu vas pas avoir mal, mais tu vas expulser un truc, je m'étais dit, voilà, mais là, à un moment donné, j'avais vraiment mal. Donc je vais aux urgences, c'est toujours la même chose, on attend quelques temps, et c'est normal parce qu'il y a entre-temps des femmes qui accouchent, et il se passe d'autres choses, donc elles sont prioritaires, et c'est normal. Et donc je finis par voir quelqu'un, pareil, donc il passe presque 1 heure avec l'écho à essayer de trouver quelque chose qu'il ne trouve toujours pas. Et moi je continue à avoir mal, ils appuient toujours sur un côté, le fameux côté où depuis le début je dis que j'ai mal. Et là d'un coup, la gynéco s'arrête, elle me dit bon on part au bloc là. Il est 11h du soir, je dis comment ça on part au bloc ? Bah là en fait votre grossesse extra-utérine, donc en fait l'injection n'avait pas suffi. Donc votre grossesse extra-utérine ne va pas s'évacuer, il faut qu'on vous aide parce que... En fait, là, la grossesse extra-utérine, en fait, elle était coincée dans ma trompe, donc dans ma trompe du côté gauche. Donc elle me dit, il faut qu'on aide la grossesse à sortir, parce que sinon ça va exploser votre trompe. Bon, moi, je savais même pas ce que c'était une trompe, clairement, j'avais jamais été maman, je m'étais jamais posé la question comment s'est fait le corps, enfin... je pars au bloc, c'est le soir, c'est un peu en pleine nuit, c'est très particulier. Surtout que juste quelques années avant, j'ai perdu mon frère à l'hôpital, donc pour moi, être à l'hôpital, c'était forcément j'allais mourir, parce que, voilà, pour moi, j'avais associé l'hôpital, donc j'étais forcément stressée, quoi. Et je me souviens, je sais pas pourquoi, je lui ai dit, je veux appeler mon père, comme si ça allait changer quelque chose, il vit à 600 km, mais ça me rassurait. Comme si, en fait, je m'étais dit, là, en fait, dans le couloir, il y avait ma mère qui était venue pour mon anniversaire et mon chéri. Je me dis, il faut que je dise au revoir à mon père, comme si j'allais mourir pour moi, voilà, j'avais vraiment associé, je vais me faire opérer à l'hôpital, donc je vais mourir, quoi. Bon, bref. Donc, me voilà partie au bloc, j'ai vraiment ce souvenir d'endroit hyper froid, j'avais hyper froid. Bon, on me met le masque, un peu comme dans les films, bon, vous allez compter jusqu'à 10, effectivement, à 5, j'étais déjà plus là. Bon, je me réveille donc en salle de réveil, un peu perdue. Et donc quelqu'un voit que je me réveille, j'ai aucune idée, absolument pas de l'heure, du jour, je suis un peu perdue, quoi. Comme quand on se réveille d'une anesthésie, en fait.
Et la personne me dit directement vous avez déjà fait des arrêts cardiaques? Bah, je sais pas, non. Enfin, non, je vais très bien. Elle me dit, et donc là, elle me dit cash, non, vous allez pas très bien, vous êtes obèse, madame. Donc je dis oui, je sais où je suis obèse, je suis au courant quand même, je me vois dans la glace. Mais votre question, c'est est-ce que j'ai fait un arrêt cardiaque, donc je voyais pas le lien. Comme voilà, ça fait partie des choses de la société qui font que parce que t'es gros, en fait, tu fais forcément un arrêt cardiaque. Que non, on peut être en bonne santé. Comme on peut être en mauvaise santé en étant mince, c'est encore un autre combat. Je comprends pas trop ce qui se passe. Bon, on me remonte dans la chambre, j'étais un peu perdue. En plus, c'est en plein milieu de la nuit, 4h du matin, bon bref. Bon, on me dit rien de plus, bah dormez madame, en gros, demain le docteur passera. Donc le docteur passe le lendemain quelque chose comme 9h du matin, enfin vraiment au tout début de la matinée. Et donc là, elle m'explique qu'en fait, ma trompe s'est rompue. Du fait de la grossesse extra-utérine, ça a arraché la trompe, donc qu'elle a dû enlever une trompe, que j'étais en train de faire une hémorragie interne, donc heureusement qu'elle est intervenue tout de suite parce que du coup il y avait un risque, et que pendant l'opération j'ai fait a priori un arrêt respiratoire, qu'ils ont dû m'intuber, et que c'est pour ça que j'ai soif. Alors que j'avais soif mais pas spécialement. Bon. Ok, donc là j'encaisse, je comprends toujours pas trop grand chose. Donc là, elle m'explique, vous savez, j'ai eu du mal à passer parce que du fait de votre poids, il y a de la graisse partout, franchement, faites quelque chose. Enfin, voilà, donc on me retombe dessus encore une fois. Bon, ça c'est ok, on a l'habitude. Ça c'est autre chose. Mais en fait, elle m'explique pas ce qui vient de se passer. Bon, ok, une trompe, d'accord, elle m'a enlevé la trompe, ok, mais ça veut dire quoi? Donc un peu plus tard, je revois un autre médecin et je dis mais je vais pouvoir tomber enceinte? Parce que du coup, le projet de base, on le rappelle, c'était d'avoir un enfant. Donc elle me dit ben vous avez plus qu'une trompe, donc vous avez plus que 50% de fertilité. Ben, c'est pas impossible que vous tombiez pas enceinte, mais ça va peut-être être un peu plus difficile. Sachant que pour la petite histoire, ça fait finalement quand même 2 ans que ce projet a commencé et qu'il n'aboutit pas. Donc déjà 2 ans, ça me paraissait hyper long, mais là on me dit en gros il reste plus que 50%. Là on m'explique que malgré tout, même si j'ai fait l'opération, je n'ai plus la grossesse extra-utérine, mais j'ai le fameux produit équivalent à de la chimio, je sais pas quoi là, pendant, je crois, dans mon corps 3 mois ou 6 mois évacués, donc je crois que c'est 3 mois. Donc il faut que j'ai des rapports protégés, parce que si je devais tomber enceinte à ce moment-là, il y a beaucoup de risques pour l'enfant, etc. En même temps, en sortie de là, le projet n'était pas, dans ma tête, n'était pas du tout à refaire des essais. J'ai même dit à mon chéri, mais en fait, je veux plus. Là, je veux plus. J'ai dit, on essaiera un autre moment, mais là, je veux plus, parce qu'en fait, le travail, je l'avais plus. On avait la maison quand même, mais j'étais plus dans le truc maison, CDI, enfant. Là, j'étais dans le truc, c'est le pire moment, j'ai plus de boulot. En plus, là, franchement, ça m'a un peu refroidi l'histoire. Et en plus, il faut avoir le mental. Il me reste en gros que 50% de chance, soi-disant, d'être enceinte. Donc, fallait un peu que je me requinque. Et là, je me sentais pas du tout. Donc voilà, donc on laisse passer 3 mois, 6 mois, je sais plus exactement. Maintenant, ça me paraît loin, mais c'était en 2018, donc c'est il y a pas si longtemps, en tout cas. Donc du coup, c'était le 18 février 2018, exactement, j'avais eu cette opération. Donc voilà, se passe quelques mois, et un matin, je me lève, et je vomis. Et je me dis, c'est quoi encore ce bordel, quoi. Bon. Bon, un peu fatiguée. Je me sens pas comme les autres jours, quoi. Bon, je fais ma journée tranquille. Mais quand même, je me dis, il se passe un truc. Le lendemain, je me réveille à nouveau, bizarre, de nouveau l'envie de vomir, etc. Mal au sein. Bon, je me dis, il manquerait plus que je sois enceinte. Enfin, vraiment, c'est le moment où j'essaye pas. On avait laissé les fameux mois, il fallait pas avoir de rapport non protégé, mais disons qu'on n'était plus dans le truc de on fait l'essai, on calcule l'ovulation, le machin, le truc, là c'était bon. Bref.
de manière classique. Et donc je fais un test de grossesse, il est positif. Et là je me dis pas je suis enceinte, c'est trop bien. Je me dis putain ça recommence. Et en fait mon truc a pas été, mon premier réflexe n'a pas été j'appelle mon chéri pour lui dire. Mon premier réflexe c'est je vais à l'hôpital pour voir s'il y a pas encore un truc quoi. Donc je vais à l'hôpital, j'explique mon truc, on me prend un peu pour une folle, genre elle est enceinte, qu'est-ce qu'elle vient nous faire chier, enfin bon, ils ont quand même beaucoup de choses à faire. Donc après en reprenant le dossier, l'interne était vraiment adorable et ils se rendent compte que mes peurs elles sont quand même un peu justifiées. Donc il me dit on va faire une prise de sang, déjà pour vérifier que vous êtes vraiment enceinte parce que un test de grossesse c'est quand même pas... Il peut y avoir des faux positifs. Donc on attend quelques heures, le test de grossesse, la prise de sang revient positive. Il me dit je pense qu'on verra rien à l'écho vu vous êtes vraiment enceinte de très peu de temps quoi. Et moi je lui dis mais je repars pas tant que je sais pas en fait parce que moi je pouvais pas repartir sans savoir et je voulais pas, enfin c'était un peu avec le recul je me disais c'était bizarre mais en tout cas c'était mon ressenti, je me dis je vais pas dire à mon chéri que je suis enceinte si je le suis pas. En fait j'ai pas envie de lui refaire vivre ça. Parce que dans des parcours comme ça, on pense forcément à ce que vit la femme, mais il y a quand même une autre personne dans nos vies, que ce soit une femme ou un homme, en tout cas un coparent. Et on s'était jamais demandé lui ce qu'il ressentait, donc moi je voulais pas lui faire une fausse joie que je suis enceinte, en fait je le savais pas. Donc il me dit on va pareil, toujours l'histoire, on refait une prise de sang dans 2 jours, machin, tout ça. Donc on refait la prise de sang, cette fois il m'autorise à la faire au labo, ça m'évitait quand même d'aller aux urgences, attendre des heures, etc. Donc là j'en parle toujours pas. Je refais la prise de sang, là je vois que le taux a doublé mais de fou quoi. Donc là quand même je commence à y croire forcément. Je contacte ma gynéco de ville et elle me dit venez on va chercher quoi. Même si c'est un mini grain de sable, on va chercher. Je vais prendre le temps, je crois que c'était entre midi et 2. Je vais prendre le temps, voilà. Et donc pour moi c'était un soulagement déjà parce que j'allais pas attendre un certain temps, j'allais pas avoir à traverser toute la ville, etc. Puis c'était un cadre que je connaissais, c'est ma gynéco de ville, quoi. Et donc là, effectivement, elle fait l'écho, il y a un mini point, mais un truc complètement dingue. Elle me dit, je vous l'imprime et tout, donc je l'imprime, ok. Donc là, je dis, mais vous êtes sûre cette fois? Enfin, j'y croyais toujours pas, quoi. Et elle me dit, il faut surveiller, c'est effectivement, les 3 premiers mois, il y a toujours quand même des risques, etc. Mais en tout cas, pour le moment, c'est ok. Donc je me souviens, c'était un mercredi matin, mon mari est maraîcher, il faisait le marché de Sanary, donc j'arrive sur le marché, trop contente, envie de lui dire, et en fait je vois qu'il est hyper... Enfin il y a du monde à son stand, etc. Donc j'ai pas du tout la possibilité de lui en parler. J'attends jusqu'à la fin du marché, et je lui dis j'ai un scoop à te dire. Et en fait mon mari ne sait pas du tout garder les scoops, c'est-à-dire il y a un truc qui... Donc je lui dis j'ai un truc à te dire mais il faut pas le dire. Et lui il me dit non, si c'est un truc qu'il faut pas le dire, me le dis pas parce que je vais finir par le dire. Et du coup, je me suis trouvée bête parce que je me suis dit, ça te concerne un peu. Il me dit, non, bon. Donc, bon. Je me dis, on va en parler le soir, tout ça, je rentre. Le soir, il rentre, en plus, il était rentré tard. Je lui dis, j'ai un truc à te dire, il faut que je te dise un truc. Il me dit, non, mais arrête tes scoops, non après ça me met trop la pression, moi mentir je sais pas le faire, non, je préfère que tu me le dises pas. Bon je me dis c'est peut-être pas le moyen de lui dire, donc il se passe encore 2 jours, donc moi depuis le lundi je me pose des questions, on est mercredi, il se passe le jeudi, le vendredi je dis bon là il faut quand même que je lui dise, donc j'avais fait une espèce de rébut, un truc un peu gnangnan de ouf là, je m'en rends compte maintenant, mais avec il y a une phrase dans Taxi où ils disent une barre tout va bien, 2 barres rien ne va plus. Bon, il lit la phrase, ouais, ok. J'achète un porte-clés avec une petite chaussure, il me dit tu m'as acheté un porte-clés, enfin il capte pas non plus. Dedans il y avait une tasse où c'était c'est rigolo, je viens juste de faire le lien maintenant, c'était marqué le parfait père imparfait, un mug. Et il me dit t'as acheté une tasse à ton père?
Je me dis, il est con. Enfin, à un moment donné, c'est vraiment ça, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. Et donc, au final, j'ai dit, donc là, après, je lui mets la photo de l'écho. Lui, il a jamais vraiment vu une écho, c'est pas à quoi ça ressemble. Il me regarde, genre. Et donc, après, le 5e truc, donc, heureusement que j'en avais fait 5, et c'était écrit, parce que je connais un peu le spécimen, mais au pire, s'il comprend pas, là, je vais lui écrire, quoi. Donc, j'avais fait un petit mot, quoi. En gros, prépare-toi, ça va déménager dans 9 mois, repose-toi bien, parce que ça va déménager, quelque chose comme ça. Donc là, il a compris. Et dans ses yeux, j'ai vu qu'il avait enfin compris. Mais en même temps, j'ai vu aussi la peur, quoi. Il m'a dit, mais c'est vraiment vrai. Et là, je lui dis, ils m'ont dit qu'il y a un gros risque qu'on le perde quand même. Parce que quand je vais aller aux urgences, ils m'ont dit, vous attachez pas, parce que bon, vu votre passif, il y a quand même un gros risque que vous le perdiez, donc n'en parlez pas autour de vous. Et en gros, jusqu'aux 5 mois, ne vous projetez pas trop. Je pense que c'était pour me protéger qu'ils m'ont dit ça. Et en même temps, moi, pendant mes 5 premiers mois de grossesse, je me suis dit, je vais pas l'avoir cet enfant en fait. C'était trop bizarre. Donc là, je lui dis, donc il a compris. Je lui dis, on peut le dire à personne pendant au moins les 3 premiers mois. Lui me dit, personne. En plus, il travaillait à l'époque avec ses parents. Qui me dit, mais comment je fais pour leur cacher ça toute la journée? Enfin, je les vois toute la journée. Il travaillait aussi avec son frère, enfin, avec plusieurs personnes de sa famille, et il dit, on peut le dire à personne, et pour lui, c'était, vu qu'il a ce truc qu'il sait pas garder les secrets, il dit, mais ça va être trop lourd à porter, je vais faire comme si je n'étais pas au courant, quoi. Donc il se passe 3 mois où je suis enceinte. Moi, j'essaye de me dire, je suis enceinte, et en même temps, il se passe des choses aussi dans mon corps. En plus, j'ai été hyper malade. Donc je vomissais pour tout, pour rien. Je me souviens un jour, il s'est lavé, l'odeur de son gel douche m'a dégoûtée. Enfin, je vomissais que ça sente bon ou pas bon. Donc en même temps, je savais qu'il se passait des choses, et dans mon corps et dans ma tête quand même. Et en même temps, pendant 3 mois, on n'en parlait pas avec mon chéri, parce que lui, en fait, il s'est presque mis tout seul dans le déni, en mode, vu que je peux pas en parler, je me suis conditionnée au fait qu'elle est pas enceinte. Donc c'était assez particulier. Au bout de à la fin de ces 3 mois, donc on a commencé à le dire à nos proches, à mes parents, à ses parents, mais tout le monde était forcément dans l'inquiétude, quoi. Voilà. Et en même temps un peu vexé, pourquoi vous ne l'avez pas dit, etc. Enfin, mais en même temps les gens comprenaient, mais en même temps les proches ils se disent, mais comment vous avez pu nous cacher un truc comme ça pendant 3 mois, quoi. Donc voilà, donc les 3 mois se passent, puis la grossesse finit de se passer. À partir du 5e mois, on m'explique que là, il est bien accroché, que normalement, il devrait arriver. Donc en gros, j'ai 3 mois de grossesse où vraiment, je sais que je suis enceinte, je vais être enceinte, enfin... Et en fait, après coup, le fait d'avoir eu que ces 3 mois de grossesse, à mon sens, j'avais l'impression d'avoir une demi-grossesse, enfin, c'était très particulier, quoi. Bref, donc finalement... tellement il était là, quoi, que je crois que c'est la dernière échographie. Donc moi j'étais suivie du coup comme une grossesse à risque, et du fait de ce qui s'était passé avant, et du fait de mon poids, c'est toujours associé forcément. Donc la personne qui s'occupe de moi à la dernière écho me dit, je pense qu'il va être trop gros, qu'il passera pas dans votre bassin. Enfin, bon là... les personnes ne me voient pas, et pour la petite histoire, je fais quand même 100 kilos, donc s'il passe pas dans mon bassin, personne peut passer, enfin, je veux dire... il passe dans le... Enfin, ah bon, ok, bon, je comprenais pas trop, il m'a dit, oui, c'est une histoire d'ossature, machin truc, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous déclencher 15 jours avant, comme ça il sera moins gros, parce que c'était estimé, je crois, un bébé de 4 kilos. Sachant que mon mari faisait 4 kilos à la naissance, donc bon... Bon, en même temps, je me dis, bah s'il est moins gros, tant mieux, hein. Donc, bon, vous allez vous déclencher. Alors, je trouvais ça bizarre, parce que les presque ont choisi alors, il me dit, moi, je suis là, telle date ou telle date, vous allez qu'à venir, vous venez donc je crois qu'on se met d'accord sur la date du 4 mars. Donc, moi, j'arrive le 4 mars, pour moi, j'accouche le 4 mars. Ben, c'est la date qu'on avait choisie, enfin, qui arrangeait le docteur, en tout cas. Donc, plusieurs personnes autour de moi me disent, notamment j'étais suivie par une acupunctrice qui me dit, c'est quand même bizarre, on choisit... C'est pas toi qui choisis en fait la naissance de ton enfant, c'est lui qui choisit.
Donc moi je dis, moi le docteur il m'avait dit de faire ça, je fais ça. Enfin, voilà quoi. Donc là j'arrive, donc le jour du déclenchement, pour moi, j'arrivais, je sais pas, pareil, je m'étais pas renseignée trop comment ça allait se passer, cette histoire d'accouchement, de déclenchement, machin. Moi, pour moi, j'allais arriver, on allait faire un truc qui est presque comme si on allait sortir le paquet du truc, enfin... Et donc là, on me dit, on va faire un examen, et on va vous poser un produit qui s'appelle le Propès, donc c'est à base d'hormones, etc., qui est censé déclencher les contractions. Donc il m'explique que c'est comme un tampon. Au moment de la pause, franchement, je souffre le martyre, parce que du coup, ils sont obligés de rentrer dans un col qui est fermé. Je souffre énormément, je le dis tout de suite, j'ai mal. On me dit, mais arrêtez de faire votre chochotte, en gros, vous êtes pas au bout de vos peines. Et vraiment, j'avais mal, j'avais comme une brûlure, quoi. Et donc, le produit, je crois qu'il fallait le changer toutes les 12 heures, quelque chose comme ça. Le premier, il se passe rien, le deuxième, il se passe rien, donc c'est long quand même, déjà une première journée à l'hôpital, fais des monitos, fais pas des monitos, promène-toi, enfin là, il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Et puis en plus, du coup, on m'avait mis dans une chambre classique, donc je voyais plein de mamans arriver avec leur bébé, moi ça arrivait pas, donc une première nuit, donc le lendemain on me remet le produit, et le problème c'est qu'à chaque fois qu'on me remet le produit, je souffre, à chaque examen en fait ça me brûle. Et c'est terrible parce qu'en fait j'ai l'angoisse qu'on vienne m'examiner, mais en même temps j'ai envie de savoir, et j'ai envie que ça avance. Donc c'est toujours une part un peu partagée, quoi, de j'ai envie, mais en même temps je peux pas, quoi. Donc bon, il se passe toujours rien, il y avait mes parents qui étaient là ce jour-là, mon père travaillant beaucoup et devant repartir en Auvergne le lendemain, me dit on va marcher, hein, comme ça va aller, parce que lui il fallait qu'il reparte. Donc mon chéri travaillait ce jour-là, donc on a fait tous les escaliers, les parkings, enfin on a visité tout l'hôpital en long, en large, en travers, je peux vous faire le plan, y a pas de problème. Toute la journée, le ballon, le machin, j'ai tout essayé, il se passait rien. Le soir, mon chéri, donc vu que mes parents sont séparés, je trouvais bizarre que mes parents se retrouvent chez moi, enfin ils mangent ensemble, donc je dis à mon chéri, va manger avec eux parce que c'est bizarre, enfin, pour moi je trouvais ça bizarre. Bon, mon chéri va manger avec eux. Pendant ce temps-là, était passée la marraine de mon conjoint qui est sa tante, qui était venue me tenir compagnie, quoi. Et à un moment, j'étais hyper gênée, quoi. Je lui dis, je reviens, je vais aux toilettes. J'avais l'impression que j'allais péter ou je sais pas trop. Enfin, j'étais hyper gênée devant la tente, quoi. Et en fait, je vais dans la salle de bain et là, ça coule. Et en fait, j'ai perdu les os, quoi. Mais sauf que moi, je croyais que perdre les os, c'était un petit truc. Sauf que non, c'est un sacré truc, quoi. C'est pas un petit verre d'eau, quoi. Donc là, j'étais hyper gênée. Je dis à la tante, elle voit que je sors pas les toilettes, je dis je crois que je perds les os, enfin je sais pas, je suis mouillée, est-ce que tu peux me sortir une culotte, enfin, j'étais hyper gênée, quoi. En plus elle est assistante de vie, donc elle me dit mais moi je vois des gens tout le temps, je m'en fous, ouvre-moi la porte, enfin elle était hyper bienveillante, et donc elle appelle la sage-femme, donc je me souviens il était 20h, elle dit tant mieux vous avez perdu les os, si dans la nuit vous avez quelque chose vous nous appelez, essayez de dormir, alors que moi, pour moi, j'allais perdre les os comme dans les films. Je vais perdre les os, j'accouche. Voilà, quoi. Et elle me dit, si demain matin à 8h, vous n'avez toujours pas accouché, ou à 9h, je vous donnerai un antibiotique. Parce que du coup, le bébé est plus protégé par le liquide amniotique. Alors là, je comprends toujours pas ce qu'elle me raconte. Je me dis, mais comment ça, demain matin à 8h, pour moi, demain matin à 8h, j'étais presque rentrée chez moi, quoi. Enfin, comment ça, demain matin à 8h, bref. Et donc bon, mon chéri revient, la tante part, machin, donc on va pour se coucher, et là les douleurs commencent, mais je sais pas, j'ai aucune idée de l'heure, mais je pense qu'il est quelque chose comme 22h, 23h. Et là vraiment j'ai vraiment mal. J'avais fait une préparation à la naissance en hypnose, donc je me mets, la fille m'avait enregistré le truc, donc j'écoute, j'arrive vraiment à contrôler ma douleur, bon. Je me dis même, si c'est ça, franchement, elles en font des caisses, les filles qui accouchent, c'est pas grand chose et tout, mais quand même, ça commençait bien à me chatouiller vraiment. Et en fait, là, je commence à avoir une contraction où j'ai vraiment, vraiment mal, et donc du coup, je sors de cet état d'hypnose.
J'appelle la sage-femme. Je dis j'ai vraiment mal. Et en fait, ce qui me faisait mal n'était pas tant la contraction, mais c'était toujours l'histoire du produit, que ça me brûlait, quoi. Et j'ai dit, ça brûle, ça me brûle, ça me brûle. Enfin, j'avais l'impression d'avoir le feu en moi, quoi. Et je me souviens, je vais aux toilettes, elle dit à mon mari, faudrait qu'elle arrête de faire de la comédie, votre femme, parce qu'elle est pas au bout de ses peines, quoi. Et cette phrase, toute ma vie, je crois, et moi, j'arrêtais pas de dire, moi, je te jure, je fais pas de la comédie, je te jure, je fais pas de la comédie. Il me disait, oui, ça va, j'ai compris. Puis en plus, moi, je suis pas trop quelqu'un qui me plaint, et là, vraiment, j'arrêtais pas de dire, j'ai mal, enfin, je pleurais de douleur. Donc, mon mari ressonne. Elle revient, elle dit, bon, je vais vous examiner. Et je dis, vous pouvez pas m'enlever le produit, parce que là, j'ai toujours l'espèce de tampon, produit, machin. Je dis, vous pouvez pas m'enlever au moins ce truc, parce que c'est pas la contraction qui me fait mal, c'est vraiment le produit, j'ai mal. Donc là, elle commence à m'examiner. En m'examinant, franchement, j'ai hyper mal. Et donc, je pousse un petit couinement. Et là, elle m'engueule, quoi, clairement. Elle me dit, il y a plein de femmes qui ont accouché aujourd'hui, vous allez les réveiller, vous allez réveiller les bébés, ça suffit, taisez-vous. Je vous examine juste. Je dis, le problème, c'est pas vous, j'ai rien contre vous, c'est vraiment cette histoire de produit. Donc, là, elle s'énerve, elle dit, bon, puisque vous voulez pas que je vous examine, je vous emmène au service et vous allez voir les médecins, ils vont prendre moins de gants que moi, ils vont vous examiner, vous aurez pas chaud. Donc là, le médecin me reçoit, m'enlève le produit, et là, c'est une délivrance de fou. Il m'enlève ce produit, là, ce truc, machin, c'est... Waouh. Et là, elle dit oui, elle fait pas de la comédie, en fait, elle est ouverte à 6, sauf que ça fait 48 heures qu'elle a le produit, donc les contractions, les contractions qui ont été déclenchées, elles sont assez fortes, quoi. Et elles dépendent pas forcément du niveau d'ouverture, disons que au ressenti, une contraction peut-être qui est que à 4 ou à 5 déclenchée peut être autant douloureuse qu'une contraction à 8 ou 9, quoi. Donc là, quand le médecin me dit ça, je me dis waouh, ça y est, on m'entend. C'est la première fois où je dis que j'ai mal et qu'on me croit. Que je vais pas de la fameuse comédie, quoi. Et donc là, elle me dit rassurez-vous, c'est normal, vous avez mal, ça fait quand même 48 heures que vous êtes là, vous êtes épuisé, vous allez avoir la péridurale et ça va aller, quoi. Et donc effectivement, j'ai eu la péridurale et j'ai accouché le lendemain matin. Vers 9h du matin, j'ai poussé 3 fois et c'était merveilleux, quoi. Après ça, j'avais toujours ancré dans mon cerveau que j'aurais du mal à avoir des enfants. Et on avait envie d'une fratrie. Alors on était un peu fous à l'époque, on voulait 4 enfants. Aujourd'hui, on ne sait pas encore si on ira jusqu'à 4. Mais en tout cas, on voulait un deuxième rapproché. Et du fait qu'on avait mis plus de 2 ans à avoir le premier, on s'est dit... Déjà, j'ai dit, je reprends pas de contraception. On verra ce qui se passe. Donc, pendant bien un an, on faisait attention d'avoir des rapports protégés, etc. Puis au bout d'un an, on se dit, on va essayer, mais cette fois sans se mettre la pression, quoi. Puisque de toute façon, en gros, il nous faut 2 ans pour l'avoir, statistiquement. Le premier a un an, il sera à l'école, en gros, quand l'autre, je vais être enceinte, quoi. Voilà. Donc sans pression, et en fait, là, je tombe enceinte... Mon grand avait 14 mois, donc du coup ça arrivait très très vite. On était très heureux parce que c'était... Mais il y a toujours cette histoire de je retombe enceinte, je le dis pas tout de suite à mon mari, je vais vérifier. Il y a toujours cette peur en fait qui est ancrée en moi. Est-ce que je vais vérifier? Est-ce qu'il est vraiment là? Est-ce qu'il est extra-utérin ou intra-utérin? Je le dis pas tout de suite. Toujours... Nous en fait c'est ancré dans notre cerveau, donc on le dit pas du tout à nos proches, on le dit tellement pas à nos proches que... On l'a dit, je crois, à mes parents au bout de 3 mois et aux parents de mon conjoint au bout de 5 mois. Bon, il se passait un contexte familial, etc. aussi dans la famille de mon conjoint qui faisait qu'on l'avait pas forcément dit tout de suite, mais en tout cas, on le dit. On a toujours ce truc ancré en nous de faut pas le dire tout de suite, ça va nous porter la poisse, quoi. Je tombe enceinte, donc là, ma priorité de ma vie, c'est de pas être déclenchée. En fait, je m'en fous de comment je vais accoucher, je veux pas être déclenchée. Donc là, franchement, j'ai tout fait. En plus, je crois qu'au
5e mois, j'ai été alitée. À cette époque-là, je travaillais avec mon mari sur son exploitation agricole, donc être alitée, c'était carrément handicapant. J'avais un petit de 18 mois, donc être alitée, expliquer à un petit 18 mois que maman elle peut pas le porter. C'était en plus à l'époque des fêtes, moi, donc du coup je suis pas de la région, donc c'est presque la seule occasion que j'ai de l'année de revoir ma famille. Bah du coup on passe les fêtes de Noël tout seul, quoi. Franchement, pas cool, quoi. Bon, c'est pas le choix, mais on fait avec. Donc la période où j'ai pas besoin d'être alitée se passe. Et du coup, là je vois mon terme se rapprocher. Et j'étais alitée pendant 2 mois, et après bientôt je me suis dit il va plus sortir, quoi. Donc je me suis dit c'est un enfer cette histoire. Et là je me dis plus jamais je serai déclenchée, et je m'en fous, je vais faire une rando, j'essayais tout. Du coup je portais les caisses de légumes de mon mari absolument sans prendre vraiment sans faire attention, pour essayer que ça me déclenche coûte que coûte. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait de l'acupuncture, je suis allée voir une ostéo, je suis allée me faire masser, franchement, tous les remèdes de grand-mère qu'on m'a donnés, je les ai tous testés. Mais même des trucs un peu loufoques. Une de mes soeurs m'avait dit, si tu manges des moules, ça crée des contractions. J'ai mangé des moules, il s'est rien passé. Vraiment des trucs... Mais bon, j'étais tellement désespérée, je prenais tout ce qu'il y avait à prendre, quoi. Et ben, là, je me vois à... Je crois que mon terme était le 8 février. On est le 5 février. Il se passe toujours rien, quoi. Donc là, je désespère. Et c'est mon angoisse. Et en plus, je vois ce terme arriver comme si c'était la porte que j'allais me prendre en pleine face, quoi. Et je dis, je veux pas revivre ça, quoi. Je refais une séance d'acupuncture, et la personne qui me suivait me dit, écoute, si demain matin à 8h, t'as toujours rien, là, quand même, avec ce que je t'ai fait, normalement, il devrait se passer des choses. Mais en tout cas, si demain à 8h, il se passe rien, tu me rappelles. Donc j'avais rendez-vous le lendemain à 8h. J'avais des copines qui accouchaient au même moment, et donc je me réveille le matin vers 7h, je vais aux toilettes, et j'ai une copine qui me dit « Waouh, meuf, il s'est passé un truc de fou cette nuit, j'ai accouché, donc félicitations, machin, tout ça. » Elle me dit « J'étais ouverte à 4, donc ils sortent pour appeler l'anesthésiste, et mon mari sort, et là d'un coup, je sens la tête se sortir. » Moi je lis ça, je suis choquée, je dis « Mais... » j'étais choquée, quoi, bref. Donc je sais pas combien de temps je reste aux toilettes, je sais pas ce qui s'y passe parce que je suis choquée de ce que la copine me raconte. En me suivant, je vois un peu comme du sang. J'appelle mon mari, donc mon mari il est au marché, donc il faut jamais que j'accouche des jours de marché. J'ai accouché à chaque fois des jours de marché. Je lui dis tu as déballé, il me dit bah oui il est 7h du matin, en fait il peut pas re-rentrer son camion. Et je lui dis bah là on a un souci parce que j'ai du sang et c'est quand même pas trop normal, quoi. Lui il me dit t'as du sang, genre ça peut attendre midi ou... Je dis bah non, je dis ça urge pas, mais... Et en fait, vu que j'avais été alitée pendant quelques mois et j'ai toujours eu un peu des contractions, bon j'avais des contractions, mais normales, quoi. Enfin, rien de plus, rien de moins. Donc à ce moment-là, il me dit bah écoute, attends, donc il fait le tour de la planète, il demande à sa mère, il demande à un tel, bon, il finit par trouver sa cousine qui habite la Valette, nous on est de la Seine, donc c'est l'autre côté de Toulon. Qui lui dit en gros le temps que j'arrive, que je m'habille, que je traverse toute la ville, je viens te remplacer, mais il se passe quand même un certain temps, quoi. Bon, donc c'est la fille de la fameuse tante avec qui j'avais perdu les os pour mon premier, et donc la tante m'appelle, me dit alors comment ça va, je dis bah écoute je sais pas, mais là je commence à un peu avoir mal quand même, mais je dis j'attends mon mari, il va m'emmener. Elle me dit t'es sûre si tu veux, elle me dit bon je pars au travail, mais donc Christian, mon conjoint, ce qui est son conjoint, si tu veux, il t'emmène. Je dis, oh bah non, je vais quand même l'attendre, quoi. Bon, j'y arrive toujours pas, 7h30, 8h, puis après il a commencé à avoir l'agacement qui fait que je commence à m'énerver. Mon grand se lève. Vu que c'était quand même quelques jours avant mon terme, il y avait ma mère et mon beau-père chez nous qui étaient venus là pour garder le grand pour quand on allait partir. Ma mère me dit quand même, t'as l'air d'avoir un peu mal quand même. Bon, je me dis, j'appelle mon chéri, il me dit écoute, franchement le mieux c'est que tu ailles par tes propres moyens, on va se rejoindre à l'hôpital. Donc là je rappelle la tante en disant je veux bien qu'il m'amène. Vous voilà partie avec l'oncle qui connaît pas, alors que je lui dis bon, on va prendre ma voiture parce qu'il y a toutes les affaires pour une question de pratique.
Lui, il connaissait pas ma voiture, parce que c'est une automatique. Bon, bref, c'est un détail, mais bon, ça prend un certain temps, le temps de lui expliquer la voiture, mais quand on commence à avoir des contractions, ce temps-là nous paraît juste dingue. Donc nous voilà partis, donc lui il conduisait tranquille, moi, ben, c'est un homme, c'est l'oncle de mon mari, donc c'est pas un proche, je lui montre pas que j'ai mal, et là je commence vraiment à avoir mal. Et lui il roulait tranquille quoi, je me souviens dans le tunnel, je lui dis là il faut que t'accélères, j'ai vraiment mal, et lui il me dit il serait dommageable que nous nous fassions flasher. J'ai dit en fait c'est ma voiture, si tu te fais flasher on s'en fout, en fait, mais là il faut que t'avances quoi. En fait, là, j'arrive à l'hôpital, je vois mon mari à travers les vitres, comme dans les films, et le fait de voir mon mari, bah, là, je m'autorise à montrer que j'ai mal, et voilà, là, je pousse un cri que je me fais peur, je me dis, ça sort de moi, ce cri, quoi. Même l'oncle qui vient de passer une demi-heure avec moi dans la voiture me regarde, et là, je n'arrive pas à sortir de la voiture. Et donc, mon mari, toujours très terre à terre, quoi, c'est le côté un peu agriculteur, me dit, sors! Sors, tu vas pas coucher sur le parking. Et donc là, je dis, je ne peux pas sortir de la voiture. En fait, moi, quand j'ai des contractions dans le dos. Donc, être assis ou me mettre debout, c'est une position, c'est juste l'enfer, quoi. Donc, il va chercher, comme dans les films, là, le fauteuil roulant, on court dans toute la maternité avec les sacs et tout. Enfin, bon, bref. Mon mari sonne. Et il dit, oui, ma femme est presque à terme, elle a un peu mal. Et là, j'hurle devant toutes les gens qui attendent dans la salle d'attente. Et je dis à la fille infirmière, j'ai pas un peu mal, je suis en train de crever en fait. La fille dit, je vous ouvre le pré-travail ou le travail? Le travail, je suis en train de crever. Et je dis à l'interphone, donnez-moi la péridurale. Elle a dû se dire, ça y est, c'est l'hystérique qui arrive. Et donc là, j'arrive dans la salle de travail et elle me dit, installez-vous, je vais vous examiner. Et là, je dis, je ne peux pas m'asseoir. J'ai trop mal, vous me donnez la péridurale, on m'examinera après. Et il me dit, bah non, ça marche pas comme ça, il faut que je sache, et il faut le temps que l'anesthésiste arrive. Je dis, je mens. Et là, en fait, je deviens une autre personne, parce que dans la vie, je suis plutôt quelqu'un de très calme et très posé. Là, je deviens une hystérique, une dingue. La fille, franchement, j'aimerais un jour la revoir, parce que je me suis excusée largement, mais j'aimerais toujours encore m'excuser. Là, presque la fille, je lui crie dessus, je dis, bah non, vous appelez l'anesthésiste, ou sinon je m'en vais, en fait. Et donc là, elle dit à mon mari, enlevez-lui le pantalon. Donc elle m'examine, je suis toujours debout. Et elle m'examine, elle me met la main, je m'en souviens toujours, elle me met la main sur le bras. Il me dit, on n'aura pas le temps de faire la péridurale. Et là, mon cerveau vrille. Et je dis, comment ça, on n'a pas le temps de faire la péridurale? Mais moi, je vais pas accoucher sans péridurale, en fait. Alors j'ai prévu tous les plans de ma vie, mais jamais d'accoucher sans péridurale. C'est impossible. Je sais pas. Donc là, je commence à lui dire, je sais pas faire, je m'en fous, là j'ai trop mal. Et en fait, là, les nerfs prennent le dessus, j'ai trop mal. Donc je m'en fous, vous m'assommez, vous m'opérez, vous me faites une césarienne, vous faites ce que vous voulez, mais je ne vais pas accoucher avec cette douleur. Là, je vais crever en fait. Et là, elle me dit, il faudrait que vous asseyez parce que la prochaine contraction, ça va vraiment pousser, il va sortir. Et moi, je lui dis, je ne peux pas m'asseoir. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans je ne peux pas m'asseoir? Mais vraiment, de l'impolitesse pure, quoi. Et elle regarde mon mari, et lui, il commence à avoir un rire de panique en mode, putain, on va pas avoir la péridurale. On est dans la merde, quoi. Et lui, il dit, on peut pas faire quelque chose pour qu'elle se taise? Elle a l'air de dire qu'elle est moins mal. Mais moi, du coup, je le pourris, je dis, comment ça, que je me taise? Mais c'est pas toi qui es en train de souffrir. Enfin, du coup, il prend pour tout le monde, le pauvre. Et donc la fille dit, bah si, on a le masque à oxygène, on peut mettre un gaz un peu hilarant, en tout cas ça va lui donner de l'air et ça va l'aider certainement. Alors lui il dit, donnez, comme ça. Ouais, elle dit, vous en occupez, donnez-lui. Lui il était là, oui, comme ça le va se taire, quoi. Et effectivement, la contraction d'après, ça sort, enfin, ça pousse, quoi. Donc j'ai juste le temps de me repousser, de mettre ma main sur le coin de la table. Je suis ni assise ni debout, je suis dans une position un peu entre deux. Et effectivement, la contraction d'après, ça pousse, quoi. Et c'est terrible, là, en même temps, la douleur. Et en même temps, je me dis, je suis en train d'accoucher. Enfin, c'est complètement dingue, c'est ce mélange d'émotions. Et en même temps, j'ai hyper mal, mais enfin, une douleur impossible vraiment à supporter. Je me suis même vue cette sensation d'être au-dessus de mon corps, de sortir de mon corps et de me dire, là, je suis en train de mourir, en fait. Puis après, il se passe, ça dure une seconde, quoi, et je me dis,
Il y en a plein quand même qui accouchent en péridurale, comme on nous dit depuis la nuit des temps, les femmes accouchent. Bon, bah, je me dis, il faut au moins qu'ils sortent, que lui ou moi, il y en a un de deux qui survivent, quoi. Parce que là, clairement, pour moi, on allait mourir tous les deux, quoi. Puis finalement, j'ai accouché, et puis voilà. Après, on nous dit, oui, on te pose l'enfant, t'oublies tout. Alors non, t'oublies pas tout, mais quand même, l'émotion est tellement dingue que t'oublies des choses quand même. Mais oui, c'est sûr, mais t'oublies pas tout. Enfin, voilà. C'est vraiment ce que j'aimerais expliquer aujourd'hui, c'est que il y a le projet qu'on se fait, que ce soit le projet de vie, l'histoire du CDI, machin, ou le projet d'accouchement qu'on se fait, et la vie elle se passe jamais pareil. Il y a tu as du mal à tomber enceinte et c'est forcément de ta faute. T'as plus que 50% de tomber enceinte et en gros tu n'y arriveras jamais. Oui, il y a des parcours de vie qui sont difficiles, il y a des parcours PMA, mais il faut se poser la question de qu'est-ce que vivent les gens, parce qu'en fait, on n'est pas des robots, on n'est pas des numéros, on est des vraies personnes. On a des émotions, les coparents ont des émotions sur lesquelles on pense jamais. Du coup, tout ça a fait que j'ai changé de vision des choses et je me suis dit, il faut qu'on en parle en fait. Donc on peut avoir 2 grossesses différentes, dans 2 cas différents, une méga attendue qui arrivait pas et une pas vraiment attendue, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas pas attendue aussi vite et finalement qui arrive très vite. Un accouchement en 48 heures est déclenché sous péridurale, et un accouchement, il s'est passé quand même un quart d'heure entre l'histoire du parking et qu'elle le déclare né, hein. Donc un accouchement méga rapide. Pourtant je suis toujours la même femme, je suis toujours la même maman. Je suis pas la même maman avec chacun de mes enfants parce qu'on a chacun une histoire avec eux. Mais en tout cas, mon corps est le même. Et c'est ça qu'aujourd'hui j'avais envie de partager. C'est de arrêter de se montrer la culpabilité, de se dire faut faire comme ça parce que je sais pas qui dicte les lois, qu'il n'y a pas de bon moment pour devenir parent, il n'y a pas de. Et on n'est pas forcément. On peut pas tout contrôler en fait. Pas avec la maternité, pas avec la naissance. Voilà un peu le sens de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors moi, le conseil qu'on peut donner tout le temps, qui m'a énormément énervée, et pour autant qui est pas complètement stupide, mais par contre quand tu le vis, t'as juste envie de taper la personne qui te le dit, c'est quand dans ta tête tu vas décrocher, ça va se passer. Pour autant, quand t'as une envie d'enfant, quand c'est profond en toi, quand c'est ton projet de vie, le projet de ton couple aussi, le truc de débranche ton cerveau, tu vas tomber enceinte, c'est pas trop possible. Quand t'es dans ce projet, forcément ce jour-là, tu sais que t'es inconsciemment à un moment donné. Bon, quand c'est les premiers essais, tu penses pas forcément, et quand ça fait quelques mois, quelques années que t'essayes, tu sais qu'à ce moment-là, c'est ta période d'ovulation, et c'est presque mécanique en fait, tu vois. Donc le truc de débrancher le cerveau, machin, et pour autant, c'est quand même ce qui s'est passé les 2 fois où je suis tombée enceinte, c'est au moment où je me suis dit c'est pas le bon moment que c'est arrivé. Donc moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est valable pour les futurs parents, mais pour les jeunes parents, c'est écoutez-vous. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire. Voilà, vraiment écouter son instinct. Et surtout, je pense que ce qui est important, c'est de protéger son couple. Parce que ces épreuves-là, faire un enfant, c'est merveilleux sur le papier. Quand on y réfléchit, c'est je prends un peu de toi, je prends un peu de moi, et ça crée un petit nous. Ouais, c'est trop beau sur le papier. Mais dans les faits, quand ça arrive naturellement, c'est trop bien, parce que c'est merveilleux, la parentalité, le fait de devenir parent. Mais en même temps, c'est aussi une épreuve pour le couple. Parce que quand il y a des échecs, forcément, il y a de la culpabilité derrière. Quand on est triste, forcément, la personne à qui on va s'en prendre, c'est notre conjoint. Et parce qu'en même temps, c'est la personne qui nous rassure, avec qui on vit, on partage cette chose. Et en fait, ouais, c'est même le fait de devenir parent, c'est faire attention au couple, parce que oui, on devient parent, on devient une famille, en tout cas c'est le souhait, mais avant tout ça, on est un couple en fait. J'ai pas de tips, parce que j'aimerais dire, si tu fais cette formule magique, tu deviens enceinte.
Je sais ce que c'est quand tu veux absolument être enceinte, que t'as tes copines qui tombent enceintes autour de toi, enfin moi à ce moment-là j'ai ma belle-sœur qui est tombée enceinte, donc c'était dans la même famille. Nous on a essayé depuis 2 ans et tout le monde savait autour de nous que ça fonctionnait pas. Eux ils essayaient pas forcément, elle tombe enceinte, c'est terrible parce que la famille ils sont heureux pour eux. En même temps ils culpabilisent un peu aussi pour toi. En même temps, toi t'es contente pour tes copines qui ont des enfants, mais forcément tu projettes, pourquoi moi ça m'arrive pas? Donc tu as un peu cette culpabilité de te dire je suis heureuse pour elle, mais en fait j'arrive pas à être hyper heureuse pour elle parce que inconsciemment ça me renvoie à moi et pourquoi moi je vis pas ça? Vraiment s'enlever de la culpabilité, c'est normal de ressentir des choses comme ça, c'est normal de les vivre. Si c'est une amie, je pense qu'on peut aussi lui expliquer. Je suis très heureuse pour toi, avec bienveillance bien sûr, je suis très heureuse pour toi, néanmoins moi ça me renvoie à des choses qui sont difficiles pour moi. Et la dernière chose que je dirais, c'est arrêter de se mettre la pression, mais arrêter de mettre la pression aux gens de l'entourage. Le nombre de fois où les gens se rendent pas compte en fait, mais alors il arrive quand ce petit? Ah bah vous attendez quoi pour faire un enfant? Ça fait déjà 10 ans que vous êtes ensemble. C'est pas forcément méchant, parce que les gens ne savent pas ce qu'on vit. Et justement, on sait pas ce que les gens vivent, donc pas arrêter de mettre la pression aux gens, quoi. S'il y a des gens qui ont pas d'enfants, c'est soit parce qu'ils le souhaitent, parce que ça aussi, j'ai des amis autour de moi qui ont 30 ans et pas d'enfants, et ben c'est leur choix. Et il y en a marre de qui a dicté qu'à 30 ans tous les gens doivent être parents. Non, en fait, si on est parents, c'est parce qu'on le souhaite. Pas parce que c'est la norme, non, il n'y a pas de norme. Et arrêtez de mettre la pression aux gens. Si les gens n'ont pas d'enfants, c'est soit qu'ils le veulent pas, soit qu'ils n'y arrivent pas. Donc on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des autres. Et si vraiment chacun s'occupait un peu de ses affaires, ça irait beaucoup mieux, quoi. Donc voilà, j'ai pas de tips magiques, j'aimerais vraiment en avoir, mais malheureusement, voilà, c'est le peu que je peux dire, quoi, de ma petite expérience, quoi. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact@parents-inspirants.com. Nous avons hâte de vous lire. À très vite!